Regardez, on est dimanche, c'est vraiment le dernier jour du festival et le dimanche, je me demande si c'est pas le jour avec le plus d'affluence en fait. Il y a énormément de monde. Coucou, oui, il y a plein de ratus, j'arrête pas de croiser des gens. Si vous me croisez, vous pouvez tout à fait faire des petits coucous, des petits sourires, ça fait toujours plaisir. Je vais récupérer le chat sur le téléphone, comme ça je vais pouvoir vous lire. Et je vais quand même être sûre que Ascali, elle a bien pris mon manteau. Oui, c'est bon, elle a bien pris mon manteau. Parce que franchement, il fait plutôt doux, mais je suis quand même pas à ce point... Hop. C'était passionnant, non, hein, l'échange avec Victor Dixon. C'était ouf, non? Il est trop intéressant. Et puis, t'as vu, ça se voit qu'il est habitué de fou aux interviews. Parce qu'il avait déjà, il mettait trop bien son micro. Tim, t'en as pensé quoi du positionnement du micro de Victor? Très satisfaisant. Oh là là, merci, quoi, c'est trop bien. Donc déjà ça, et ensuite, ça se voit qu'il est habitué des interviews. Parce qu'en fait, il était hyper... En fait, il répondait très bien et très clairement à mes questions. Ça se voyait que même parfois il les anticipait, ou genre quand il s'est levé pour montrer l'univers à la caméra là sur la carte, waouh, j'étais en mode mais c'est trop bien quoi. Franchement incroyable. Ouais, il était content? Ah, super. Oui, parce qu'après, du coup, ça, c'est la satisfaction ultime. C'est quand les auteurs, ils viennent dire à Gléna ou à moi, c'était super, j'ai adoré. Et même parfois, des auteurs qui ne sont pas du tout habitués. Je vous avais raconté, mais Dupont et Mezzo ne connaissaient pas du tout Twitch. C'était vraiment... je pense qu'il devait être même réfractaire, méfiant en tout cas dans un premier temps, et je les comprends, hein. Franchement quand on ne connaît pas, on dit ouais c'est Ultia, elle va t'interviewer sur Twitch, Twitch c'est du jeu vidéo, t'es en mode d'accord. Et au final même Dupont et Mezzo, il avait vraiment dit qu'il avait passé un super moment quoi. Regardez, c'est la fête, il y a beaucoup de bruit, il y a énormément de monde sur le festival. Ah ouais, il est super gentil. Mais apparemment, ouais, il a bien aimé l'interview. Et même Zanzim ce matin, il m'a dit « Oh, c'était super, tu t'es amélioré par rapport à il y a 2 ans. » Enfin, non pas qu'il y a 2 ans, c'était nul, hein, mais plus en mode on sent l'évolution quand même. Mais c'est la grosse stuff, là. T'as dit quoi, Hicham? Ah ouais, il y a Quicos. Attends, vas-y. Wow. Salut Quicos. Il nous cherche. Mascotecurst.jpg. Hicham, il a pris une photo avec Quicos. JPP. Genre, il était trop... Il l'a vu juste après l'exposition Lou. Il était en transe. Je voyais Hicham, il était juste à côté de moi. J'ai tourné la tête, il était à côté de Quicos en train de prendre une photo en fait. Oh, j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Non, pourquoi j'ai pas pensé à mes lunettes? Oula, il caille. Attendez, j'ai fermé mon manteau quand même. Il fait plus froid que ce que je pensais finalement. Ouais, il fait super chaud à l'intérieur. Salut Jim. Ça va? Ça va et toi? Et toi? Ouais, très bien. Putain, on sort du festival, il y a tellement de monde à l'intérieur. Ah là. ouais, il y en a un peu moins qu'hier peut-être, mais ouais, il y a Ah ouais, encore. tu penses? Parce que justement, je me demandais entre samedi et dimanche, quand est-ce qu'il y avait le plus de monde? Je pense le samedi. Hier, c'était vraiment blindé. Hier, en fait, on avait chaud. Il y avait un microclimat à l'intérieur de la bulle là où on avait trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai tout fait. J'avais l'impression d'être dans un réchauffement climatique, voilà, mais dans la bulle quoi. Voilà, mais en un peu plus, nous dans le tu sais, il y a un nouvel endroit, mais du coup, je sais pas si tu l'as vu en fait pour les lives, où on n'est plus, tu sais, derrière les dédicaces avec les auteurs, etc. Comme ça, on dérange personne. On est vraiment de côté. Mais là, pour le coup, il fait plus frais ici, donc c'est mieux. Ouais, apparemment, c'était un peu chiant là. Tout le monde est trop content de te voir. Bonjour les ratus, bonjour, bonjour. Ça fait plaisir en vrai. Tout le monde est trop content de te voir. Ça fait plaisir, merci, merci. Bah trop bien. Alors franchement, j'ai pas pris ma tablette, c'est plus pratique pour moi d'avoir les questions sur mon téléphone, ça va. Je suis pas en train d'écrire, c'est pas mal poli de ma part, hein. Juste comme ça, je peux suivre un petit peu. Attends, faut que je prenne au micro. T'inquiète. Ouais, faut que tu le mettes comme ça. Je vais les rester comme ça. Ou pas, hein. Ça va un peu con, a l'air un peu con, tu vois, mais je vais rester comme ça. Bon, alors apparemment, on fait une balade dans Angoulême et tu m'amènes à un endroit. En fait, c'est un endroit, en fait, je trouve que
tu vois, quand tu viens au festival, tu passes tout le temps par la rue Hergé, Oui, grave, on a fait que ça. Là. Et en fait, on se rend pas compte qu'à Angoulême, dans des rues parallèles, il y a des spots de ouf. Moi, j'habite à Angoulême et du coup, j'ai un peu arpenté les rues. Et en fait, c'est un endroit que je trouve trop beau. Et moi, avant, j'habitais en banlieue. Et tu vois, la banlieue, c'est hyper plat. Et à chaque fois que je passais par là, je me disais, putain, j'ai vraiment de la chance d'habiter dans un endroit où il y a ce cadre. Et c'est tout simplement l'endroit où je passe quand je viens faire mes courses. Ah ouais ? Je te jure, tout simplement. Mais en fait, il est tellement beau que quand on a proposé le live, je me suis dit, en fait, c'est là qu'il faut qu'on aille. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est juste à côté de la bulle. Et du coup, c'est un endroit très chouette. Mais oui, parce qu'en fait, là, on s'est baladé un petit peu dans Angoulême quand même. On a fait quelques sections de live en mode IRL et tout, mais on a remonté que ça, cette rue. Ouais, la rue Hergé, quoi. Après, on a décidé de descendre là. On a montré le spot, tu sais, avec la statue aussi. On a quand même essayé de montrer d'autres endroits un petit peu, parce que sinon, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes choses. Du coup, mais c'est quand même charmant. Tu as fait d'autres lives en extérieur. J'ai vu que tu étais dans un café, non ? Ouais, en fait, on a fait 2 expositions. Ouais. Mais c'était à l'affilée, les expos. On a fait le stand manga en bas. Ok. Et après, il y avait quelques rendez-vous avec les auteurs dedans. Et on a fait une interview dans un café. Et après, il y a avec toi où on est dehors aussi. Ouais. Mais c'est bien de changer le format en vrai. Franchement. Je suis deg, j'ai oublié mes lunettes de soleil dans le stand. Ah ouais, d'accord. Mais il fait vraiment beau. Ça aussi, c'est un truc... On a de la chance en vrai. Ouais, c'est clair. Il fait vraiment beau. Le ciel, il est bleu. En plus de ça, on m'a dit que tu essayais d'invoquer la bonne météo pour ce festival. J'ai fait ça tout le mois. J'ai envoyé des stories avec des prières de on va prier pour qu'il fasse beau. Il a plu de ouf, genre pendant plusieurs jours. Et je me suis dit, mes prières. Et en fait, voilà. Je voulais pas dire, mais peut-être que parfois, voilà, il faut croire un peu à l'univers. C'est toi, tu l'as invoqué. C'est ça. Non, je voulais pas me récolter les lauriers, mais bon, si tu le dis, allez, c'est bon. Bon, alors, évidemment, je l'ai commencé à le dire avant qu'on arrive. On va parler de ta dernière BD qui vient de sortir il y a de ça quelques semaines, même pas. Si vous voulez gagner la bande dessinée, peut-être qu'elle sera dédicacée, ça serait chouette. N'hésitez pas à faire point d'exclamation en fantôme, mais sans l'accent circonflexe sur le haut. Et comme ça, à la fin, jusqu'à la fin de l'interview, vous pouvez participer et il y aura un tirage au sort. Ensuite, voilà, on va se diriger par là. Comment ça se passe le festival pour toi ? Toi, maintenant, t'es d'Angoulême, de toute façon. C'est quand même pas ton premier festival. Celui-ci, comment il se passe ? Écoute, franchement, très bien. J'ai des lecteurs qui sont trop choux, qui viennent me voir en dédicace et qui me font plein de retours. Donc là, le rapport avec les lecteurs, il est vraiment cool. Les expos, je sais pas si tu as eu le temps de voir. J'ai vu l'exposition de Lou et l'exposition de 1629. Ouais, les expos, elles sont dingues aussi. Moi, j'ai adoré celle de l'Atelier des sorciers. Ah oui, ça a l'air sympa. Celle-là, elle est vraiment bien. Et attends, voilà, c'était ça en fait que je voulais montrer. Voilà ce plan avec la vue incroyable. Donc c'est la Notre-Dame d'Aubésine. On n'est pas là pour faire la promotion. Si, on fait la promotion, ok. Non, mais pas la promotion, mais on est là pour leur montrer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'aime trop passer par là. En fait, tu vois, t'as une vue. Je sais pas comment t'expliquer. T'as une vue de dingue, voilà, tout simplement. Et du coup, moi, je marche par là et en fait, j'habite dans le coin et. Ah, incroyable. Et un peu les vitraux, là, on les voit d'ici, c'est magnifique. J'aime bien le fait qu'on voit les toits des maisons, tu vois, c'est un petit peu en escalier et tout. On est en contre-haut, ça crée un peu de volume, tu vois, j'aime bien. Ouais, c'est chouette, c'est hyper vallonné. Angoulême, de toute façon, on fait que ça. Hein. On fait que monter, descendre, monter, descendre. C'est ça, un peu notre de cardio. Hôtel, il est en bas, on fait que un monter, peu de cardio. On est au bout de notre vie. Un petit peu de cardio, beaucoup de pas. Hein. Moi, j'ai tout enregistré là sur mon téléphone. Franchement, j'ai trop hâte de faire un bilan. T'as fait combien de pas ? Tu veux que je regarde ? Vas-y. Alors... j'ai les kilomètres. J'ai fait 6,9 hier, 8,7 avant-hier, 3,6 jeudi. Mais jeudi, j'ai fait la route pour venir. Et là, j'en suis à 2,7, là, au moment où on parle. C'est pas mal, hein, franchement. Franchement, pas mal. Bon, alors, on l'a dit, justement, c'est moi qui éloigne le micro maintenant. Ça y est, le monde à l'envers, cette histoire. On l'a dit, on s'est déjà vu pour parler notamment de mon ami Pierrot. Ouais. On a aussi parlé de Lettres perdues. Ensemble, tes 2 autres BD qui sont édités chez Glénat. Et là, tu viens de sortir ta dernière BD sur laquelle tu travailles depuis un moment maintenant. Ça s'appelle L'Enfantôme. L'Enfantôme, de quoi ça parle ? Alors, en fait, L'Enfantôme, c'est l'histoire de 3 gamins qui sont considérés par le CIO et par l'institution scolaire comme les 3 pires élèves du collège. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que
c'est que ces 3 élèves ils vont être convoqués au CIO pour remplir une forme de contrat. Tu veux que je me mette comment? Comme ça, on est bien, non? Ouais. T'es bien là? Ok. Bah, en vrai, tu peux t'adosser si tu comme ça. veux. Hein. Ok, bah super. Franchement, Hicham, tu nous dis par rapport au soleil et tout, on peut très bien bouger, il n'y a aucun problème. Pardon, je t'ai coupé non, pas du de souci. coup. Et du coup, en fait, ces 3 élèves en fait, vont devoir signer un contrat de réussite. En fait, ils vont devoir réussir leur année ou leurs parents, sinon leurs parents vont les buter, littéralement. Et en fait, ça part d'une idée toute simple où moi, j'étais pas très très bon à l'école et j'avais vraiment ce truc de putain, quand je vais ramener cette note à ma mère, elle va me buter. Et des potes aussi me le disaient. Et du coup, je me dis, tiens, ça serait marrant d'utiliser cette phrase et de la rendre littérale. Et du coup, voilà, après la suite. Mais c'est vrai, je pense que, bon, on va voir l'avis du chat, hein, mais je pense qu'on l'a tous et toutes dit. Putain, mes parents vont me tuer, ou ma mère va me tuer, mon père va me tuer. Je pense qu'on l'a tous dit. Ouais. Et du coup, je trouve ça tellement cool comme postulat de départ, de se dire, et si ça arrivait vraiment? Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Et ben voilà, du coup, les parents sont complètement névrosés. Ils ont tellement envie que leurs enfants réussissent. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça parle de pourquoi, en fait, les parents sont névrosés à l'idée de la réussite, tu vois. C'est ça le vrai fond du sujet. Et qu'est-ce que ça amène, en fait? Imaginons que les parents tuent vraiment les enfants. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça le propos du livre aussi. Et bah ouais, tout le chat est d'accord. Hein. Tout le chat dit oh que oui, ça nous est arrivé. Voilà. Ah bah oui, le coup de mes parents vont me tuer. Mais je pense que même moi j'étais bonne élève, j'ai déjà dit ça aussi. Ah ouais, hein. ok. Bah tu ramènes un 12, tes parents ils vont te tuer. Hein. Est-ce que tu étais bonne élève parce qu'on te mettait la pression ou tu étais bonne élève Si, j'étais bonne élève parce qu'on me mettait la pression. Genre moi, je sais pas. En vrai, on peut pas savoir. Si on m'avait pas mis la pression, je sais pas comment j'aurais géré mon truc. Mais tu vois, moi, on me disait. En fait, je détestais l'école. Je sais que toi aussi. Ouais, moi, j'aimais pas. Je détestais l'école. Et du coup, dès la maternelle, je pleurais, je voulais pas y aller. C'était vraiment horrible. Je m'en rappelle, hein, vraiment, je m'en souviens bien, tu vois. Et du coup, je me rappelle, mon père, il me disait, en vrai, moi aussi, je détestais l'école. Encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. Du coup, justement, travaille bien à l'école. Et tu finiras ça vite. Et comme ça, tu redoubleras pas et tu revivras pas un an de plus dans cet enfer. Je te comprends, mais du coup, il faut que tu travailles. C'était une bonne philo en vrai. Ça te permet de. Franchement, je suis pas convaincue de la philo en question. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai redoublé. Du coup, je suis resté longtemps à l'école. Tu vois, du coup, mais moi, ça m'a saoulé longtemps. Mais du coup, moi, c'était ma peur, ma phobie. Je faisais des cauchemars. Ah, il fallait vraiment que je travaille pour me sortir de cet endroit horrible. Moi, j'avais ce truc aussi en maternelle. Je détestais aller à l'école et enfin, je vomissais le matin. Vraiment, je vomissais le matin. Les trauma dump. Ouais, vraiment, il y avait des trucs comme ça, voilà. Ah mais ouais, mais vraiment c'est viscéral. Hein. Franchement, cette haine de l'école, moi je détestais ça. Mais du coup, j'ai été bonne élève. Et puis en plus, moi j'avais mon grand frère qui lui était pas bon élève, qui a beaucoup redoublé, qui a beaucoup changé d'école, etc., etc. Je pense que mon père, il a dit au moins toi, s'il te plaît, au moins toi dans les deux. Donc et puis après, j'ai fait un bac +5, donc comme quoi. Complètement, je suis folle en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, je l'ai fait jusqu'au bout quand même. Bon, du coup, c'est hyper intéressant et je pense que ça parle à beaucoup de personnes, même parce que là, tu as dit c'est des mauvais élèves dont tu parles, mais en réalité, même quand tu es plutôt bon à l'école, tu le subis différemment, évidemment, bien sûr, c'est pas pour du tout minimiser, mais tu la vois quand même, cette pression, évidemment, même si tu rentres dans le moule, en fait. Donc ce personnage principal qui se réfugie dans de nombreuses passions, de boutonneux justement, il aime bien le dessin, il aime bien le jeu vidéo, il aime bien la lecture. C'est des choses qui t'ont aidé à quel point il y a de toi dans ce personnage? Bah en vrai, c'est presque littéral. En fait, toute la partie... sans spoil, la BD, elle se déroule un peu en 2 parties. Toute la première partie, c'est vraiment... il y a des références à des trucs que j'ai vraiment aimés. Tu vois, il y a FF7 pour direct dire ce qu'il y a dedans. Il y a une référence à un manga qui n'existe pas, que j'ai inventé mais qui parle de la première fois, de la manière dont j'ai commencé la bande dessinée. En fait, moi, j'étais frustré de ne pas avoir un bouquin. Enfin, j'avais trouvé un strip dans le journal de Mickey il y a des années, et en fait, j'avais pas la suite. Du coup, j'ai inventé la suite. C'est comme ça que j'ai commencé la bande. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai inventé. T'étais trop frustré. T'étais en mode, mais comment ça, j'ai pas la suite? Je sais pas, il y avait quelque chose qui me fascinait et j'avais envie de savoir où ça allait. Et comme je savais pas, du coup, j'ai inventé la suite. Et là, du coup, je reprends un peu ce postulat en inventant un manga
dans l'histoire. Et ouais, tous ces trucs-là, même au début, ça se passe dans un appart. C'est vraiment l'appart que j'avais de ma mère quand j'étais gamin. Justement, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, le directeur Marano, c'est un peu le principal antagoniste de la bande dessinée. Il juge le fait que le boutonneux, il lise des mangas. Là, tu parlais du manga que tu avais inventé. C'est pas des vrais livres, il dit. Pour la bande dessinée. Exactement. En fait, il lui dit, mais tu lis des livres parfois? En mode, je lis des mangas, du coup, ok. Aujourd'hui encore, c'est fréquent d'opposer les vrais livres aux mangas. Il n'y a qu'à voir à quel point cette histoire de... Oui, vous vous rendez compte qu'avec le pass culture, les jeunes peuvent s'acheter des mangas. T'es un peu en mode... Ça va jusque dans l'assemblée, carrément, le problème. Alors que franchement, c'est... Et alors, en fait, genre... c'est vraiment... non problématique. Mais tu sais que c'est marrant parce que du coup, même dans des tics de langage, moi aussi, je peux le dire parfois. Oui, je suis d'accord, mais c'est intériorisé. Ouais, c'est ça, c'est intériorisé. Et du coup, c'est chiant parce que on en vient à comparer de la littérature, et alors que la bande dessinée ou le manga peuvent faire vivre des émotions tout aussi fortes, voire plus fortes que certains romans. Et il n'y a pas du tout d'opposition. Mais même si une fois, pour revenir aux jeux vidéo, une fois, il y avait un mec qui me disait « le jeu vidéo, c'est de l'art ». Et j'avais dit « bah ouais, carrément, en fait ». C'était un mec qui lisait des romans, et voilà, et il pensait que le roman était de l'art et pas le jeu vidéo. Et du coup, tu es obligé de l'éduquer sur ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup en fait, de visions sur des arts ludiques plus neufs qui ont du mal encore à être considérés, quoi. Mais en plus, ça s'est brossé dans le sens du poil par les politiques. Je suis désolée, on ne fait que parler d'elle, mais hier, on a parlé avec Louis, qui est mangaka. Il a écrit Red Flower chez Glénat, justement. On parlait de Ségolène Royal. On la remercie pas pour ses préjugés autour du manga et de la lecture, quoi. Ben moi, elle m'a frustré dans les années 90. Elle m'a supprimé Dragon Ball. Donc à un moment donné, je vais pas te mentir, j'avais un peu le seum quand même. L'équipe technique, je pense qu'elle avait le seum aussi, vu leur tête. C'est ça. Mais ouais, je comprends, franchement. Donc ça, c'était un sujet que tu avais envie d'aborder justement pour montrer que c'était bizarre, c'est préjugé. J'avais juste envie de mettre parce qu'il y a une autre phrase aussi que j'ai amenée, c'est le fait que le fameux auteur du manga que lit le personnage est mort. Mais tu vois, c'est des petites phrases que je mets, pas pour en faire un sujet, mais pour rappeler que il y a ce que tu viens de dire, et puis il y a aussi le fait que quand tu travailles sur de la bande dessinée ou du manga, en fait, dernièrement, il y a eu plein d'exemples d'auteurs qui se sont mis énormément la pression, parce que je voulais revenir à ce sentiment de pression, justement. Ils se sont mis la pression pour avoir des rendus, etc. Et qui, en fait, ils ont laissé la vie. Là, on a plusieurs exemples de mangaka, ou coréens, ou japonais, et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est problématique dans la manière dont c'est amené, tu vois. Et justement, dans l'Enfant Tome, tu abordes le sujet, c'est d'ailleurs au centre de l'œuvre, de l'enfant intérieur, celui qu'on devrait chérir jusqu'au bout et qui subsiste en chacun de nous. Est-ce que c'était le point de départ quand tu as rédigé ta BD? Ouais, à la base, il y avait une première version de l'Enfant Tome qui était essentiellement centrée sur un fantôme qui ne comprenait pas ce qu'il foutait là et qui partait à la recherche de son vivant. Donc voilà, c'était... Voilà. Et du coup, c'était une version... très poétique et un peu trop, je sais pas, qui était un peu intangible. T'arrivais pas à l'ancrer dans quelque chose de plus dans le tangible. Réel. Il y avait le boutonneux qui était là, mais il était un peu vaporeux et tout. Et au final, j'ai changé la version pour avec toutes ces idées dont on a parlé sur le fait de buter les enfants et tout. Et Quelle horreur. Out of context, Jim Bishop. On va buter les enfants. Mais ouais, du coup j'ai réécrit, et en fait le boutonneux a pris plus de place, et au final je savais plus comment réintégrer l'enfant Tome. Mais après ça a repris du sens, et j'ai gardé des éléments un peu de cette première version dans la deuxième partie. Voilà. C'est une bande dessinée dans laquelle tu explores, et pas que explores, mais vraiment le genre de l'horreur. On le voit, c'est pas une bande dessinée à mettre dans toutes les mains non plus. Toutes les mains. Si, absolument tout le monde. Achetez tous. Non, mais t'as raison. Non, mais je le dis quand même parce qu'on parle aussi de BD jeunesse et tout. Juste avant, on était avec de la BD jeunesse, donc je préfère quand même le préciser. Et justement, j'ai lu BOM dans Métal Hurlant, qui est une bande dessinée que tu as fait courte, avec une histoire un peu horrifique. En fait, c'est l'histoire d'un nouveau locataire aux voisins très très bruyants, et ces nuits sont transformées en véritable cauchemar. Est-ce que cette BD, BOM, du coup, ça représente une première recherche d'inspiration pour toi d'un point de vue de l'horreur? En fait, moi, de l'horreur, j'en faisais depuis avant même d'être édité ou quoi. J'en faisais déjà. J'ai un carnet chez moi qui est déjà rempli de BD d'horreur, inspiré de Stephen King avec ça, ou d'autres trucs où il y avait déjà un mec dans son appartement qui
qui rentrait dans des théories du complot et qui partait dans l'horreur et tout. Et après, je me suis un petit peu émancipé. Enfin, j'ai voulu faire d'autres choses. Et là, dernièrement, je me rendais compte que c'était un genre que j'aimais bien explorer, notamment parce que tu peux détruire les personnages, les déformer, etc. Tu vois, dans Bomb, le personnage, le vrai moment où j'ai pris du plaisir, c'est quand le personnage, il se fait... Sa tête, elle grossit, tu vois, il y a... C'est encore un out of context étrange. Ouais, le moment où j'ai pris du plaisir. Ça va clipper ça, en fait. Ça va clipper. Oui, c'est ça, tu joues avec la déformation. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi tes inspirations? Comment tu Il y a du... En termes d'imagerie, il y a du Junji Ito, par exemple, très japonais. Il y a, là, pour l'Enfantôme, j'ai eu des inspirations plus les liens du sang, tu vois. Toi, je sais que tu as lu Les Liens du sang, ouais, mais je ne sais pas si tu les as vus, les références. En vrai, de quoi tu parles? De certaines cases certaines cases, de toute Moi, j'ai façon... senti l'influence tout au long de ma lecture, mais je ne crois pas m'être arrêtée sur quelque par exemple, chose en particulier. Tu vois, quand il y a une scène où ça devient blanc, il y a le trait qui est un peu... Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma question d'après. Ah ouais, voilà, tu vois, j'ai pris shot. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est inspiré des Liens du sang. Ouais, directement, parce qu'en fait, il avait vraiment une façon, tu vois, de parler de l'émotion qui est... Quand il tremble, quand il a une angoisse, il lâche son trait, il l'assume. Et je me suis dit, putain, cette façon de parler de l'émotion, c'est hyper fort. Moi, c'est un manga qui m'avait tordu le ventre. Et du coup, ouais, ça ressort. Et du coup, il y a plein d'inspi, tu vois. Je te disais Junji Ito, Les Liens du sang. Et il y a plein de refs à des films d'horreur aussi. Il y a énormément de scènes qui sont repris de films d'horreur. Sur lesquels? J'en cite une, tu vois. Il y a la scène où Mims va prendre sa douche et on a l'impression que son père va venir la tuer. Ça, c'est une scène qu'il y a dans Psycho de Hitchcock. Ah, mais bien sûr. Ah, mais évidemment. Trop bien. Et ouais, tu vois, j'ai repris une scène comme ça. Et ouais, du coup, il y a plein de petites rêves par-ci par-là pour les gens qui s'intéressent un peu au genre de l'horreur ou au film, ils vont reconnaître. Il y en a un que j'avais volontairement mis et que j'avais oublié, qu'on m'a rappelé hier en dédicace. Ouais. C'est un film qui s'appelle Ghost Story, qui est une de mes grosses inspirations. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais qui parle de fantômes d'une autre manière. Qui prend du point de vue du fantôme, en gros. Ouais, donc forcément, il y a eu des longs mois où tu as regardé beaucoup de films d'horreur, tu as beaucoup lu de livres d'horreur, ça devait être un peu angoissant quand même, non? Ou pas du tout? Je crois que j'aimais bien à ce moment-là. Je crois que je suis un peu... je sais pas, en vrai, moi, j'ai un plaisir malsain à regarder des films d'horreur. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est... Ouais, à part... Bon, bref, je vais pas citer les films que je trouve horribles. Mais si, tu peux. Non, il y a des films, justement, en fait, j'en ai découvert plein ces derniers temps. Après, comme c'était dans une optique de recherche, je crois que c'est ça aussi qui me faisait du bien. Mais ouais, j'en ai vu. Mais même si tu le trouves horrible, justement, tu sais que du coup, tu vas peut-être pas te diriger vers ça. Il y a des films que je conseille pas, tu vois, genre comment il s'appelle, Cannibal Holocaust. C'est un film horrible, mais vraiment. Sur tous les plans, la réal, les choix qu'ils ont mis. Bon, bref, n'allez pas voir ce film. Si tu nous entends, le réal. Ouais, voilà. POV, ne touche pas aux tortues, voilà. Il y a ces fameuses nombreuses planches qui sont sur fond blanc, comme des sketchs griffonnés. Donc ça vient des Liens du sang. Mais qu'est-ce que ça symbolise dans ta BD? C'est ça symbolise une émotion forte que tu gères pas. Ça symbolise ce moment, surtout cette scène-là, c'est le moment où tu sais que tu dois te taire. Tu es en train de te faire sermonner devant quelqu'un qui a une autorité, tu sais que tu peux rien dire, mais à l'intérieur, ça explose et tu dois garder une contenance. En fait, c'est ce moment-là. Et ça, c'était un truc, je pense que quand j'étais ado, je gardais énormément, je prenais énormément sur moi. Et je me suis dit, je voulais l'exprimer un moment dans la bande dessinée, ce côté... en fait, j'encaisse des reproches ou des trucs de dévalorisation et je le sors pas, tu vois. Et du coup, ça reste à l'intérieur. Et voilà, il s'est exprimé comme ça dans la BD. Ça me faisait énormément de bien de juste, tu vois, griffonner comme ça. Il y avait vraiment un côté... un exutoire. Ouais, côté exutoire, très agréable. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. On retrouve au sein de tes planches une forte inspiration du lieu où tu as grandi, en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement Épinay-sur-Seine. À quel point tu as commencé à en parler, à quel point il y avait de toi dans cette bande dessinée-là, sur le personnage principal, mais aussi là où il vit, les décors représentés. Tu disais, c'est carrément chez toi en fait. Ouais, c'est carrément chez moi. Et du coup, ouais, ça, j'ai trouvé ça cool de revenir chez moi à travers la bande dessinée, de revivre des moments, mais même des moments, il y a des moments de vie en fait que j'ai remis dedans. Ce moment où, par exemple, ils sont devant qui veut gagner des millions, où tu as le beau-père qui est un peu débile, tu vois. Ouais, c'est des trucs qui sont
je peux le dire, mais ouais, c'était du vécu, parce que de toute façon, voilà. Ouais, la scène de Qui veut gagner des millions, c'est une vraie scène. C'est une vraie scène. Et il y a beaucoup de scènes comme ça dans la bande dessinée qui sont inspirées de vécu presque littéraires. Tu y retournais du coup pour faire quelques dessins ou non, c'était très frais? Je suis retourné voir comme ça, mais non, j'ai pas fait de dessin directement. Tes 3 dernières BD, elles s'inscrivent dans une trilogie sur l'enfance avec des thèmes, des univers qui sont bien marqués et variés. C'était plutôt la science-fiction pour Lettres perdues. D'ailleurs, tu déplores le fait que les gens captent pas que c'est de la science-fiction Lettres perdues, parce que c'est vrai que c'est pas que tourné autour de la science-fiction, donc forcément, c'est pas évident pour tout le monde. Le côté fantasy pour mon ami Pierrot, et maintenant l'enfantôme dans un monde qui est plus moderne, même si c'est les années 90. C'est une idée que tu avais en tête depuis le début? C'est 3 tomes différents dans des univers différents? Non, j'avais pas. Au début, quand j'ai fait Lettres perdues, moi je pensais déjà que après j'allais faire autre chose, que ça allait. Ouais. Tu vois, je pensais pas que ça allait prendre, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai fini Lettres perdues, j'avais déjà écrit Mon ami Pierrot avant, plus ou moins sur plein de choses, et je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques qui revenaient et que j'avais besoin d'explorer ces trucs, ces sujets de l'enfance. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc autour de ça, et j'ai commencé à en prendre conscience. Et là, j'ai enchaîné avec Pierrot, et puis voilà, l'enfantôme, ça c'est un peu, je sais pas, j'avais une obsession. Les étoiles se sont un peu alignées, tu n'avais pas forcément pré-shot le truc, et pour autant, ça s'est fait naturellement, quoi. C'est ça. Il y a un moment, pour parler d'une autre inspiration, j'ai lu Bonnie Poon Poon, et tu vois, le personnage qui a ce côté design très simpliste dans un monde réaliste, c'est un peu mais oui, carrément, c'est carrément les fantômes en fait. C'est un peu un départ graphique de l'enfantôme. Ouais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai dessiné ce fantôme et tout prenait sens au fur et à mesure. Mais avant de trouver ça, c'est vrai que j'ai exploré plein d'idées. J'ai des carnets où il y a plein de choses où ça va dans tous les sens. Avant de, tu vois, pour moi la créa, c'est un peu du modelage. Tu vois, tu testes, tu modèles comme ça, et à un moment, tu sais, ça s'affine et puis voilà quoi. Donc ouais, non, j'avais pas forcément tout de suite l'intention de la trilogie, mais ça s'est fait à partir de Pierrot. Vous allez les voir à la caméra, justement. Je pense que Timmy va montrer les fantômes. C'est ça? Ouais, trop bien. Je pense que vous aurez la petite référence dans le chat. Bon, les gens sont à fond dans le chat, évidemment. Cool. Ils te connaissent bien, donc ils sont super contents de te voir. L'an passé, tu as remporté le prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France avec mon ami Pierrot, justement. Déjà, bravo. Tu as pu notamment rencontrer ces lycéens qui ont choisi mon ami Pierrot. Tu as fait des ateliers avec eux, tu as parlé de ton travail, de ta BD, tu as expliqué plein de trucs. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un élève qui rentre pas dans le moule, justement, puisque c'est aussi le thème de ta dernière BD? C'est une question à la fois trop intéressante et en même temps, elle est vaste, et je pense que... Est-ce que tu as abordé le sujet avec eux, peut-être de près ou de loin? En fait, moi, j'aurais envie de dire, ne crois pas toujours à ce que les adultes te disent. Quand ils t'empêchent d'aller vers quelque chose, peut-être que c'est là où tu dois aller. Mais après, c'est dur de croire en soi quand tout le monde voilà. Mais il y a un peu ce truc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi récemment, mais je vois beaucoup de gens parler de ça, c'est quand tu te rends compte, tu sais, quand tu es enfant, les adultes, c'est vraiment une entité à part entière. Et genre, ça force le respect, il y a vraiment une hiérarchie, un adulte et un enfant. Tu es à la table des enfants, c'est un sujet qui n'est pas pour les enfants, non mais ça ne te regarde pas parce que c'est un truc d'adulte, etc. On te le dit beaucoup et tu comprends, tu te dis, ok, plus tard, je serai un adulte. Et en fait, plus tu grandis, plus tu deviens adulte, déjà, c'est pas je suis adulte, ça y est, maintenant je me lève, je suis adulte. Mais ensuite, tu te rends compte à quel point en fait les adultes c'est juste des gens normaux, et parfois il y en a. Enfin, c'est loin d'être la figure d'autorité, de respect et de sagesse que tu t'imaginais plus petit, tu vois. Ouais, même des fois, là en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient de grands enfants. Je suis d'accord. Aussi, qui essayaient de s'imposer comme des adultes et qui en fait, n'avaient pas vraiment compris finalement ce que c'était d'être adulte, etc. Et qui du coup avaient vraiment un rapport avec les enfants, ou en mode, maintenant, tu vas m'écouter parce que... T'inquiète, on t'entend. Tim, c'est juste le boss, en fait. Très bien. Et ben, du coup, c'est vraiment, tu vas m'écouter parce que c'est moi la figure d'autorité. Enfin, je répète ce que tu dis finalement, mais... Ouais, en fait, il y a vraiment ce truc de...
même tu sais, quand tu es enfant, tu te rapproches d'un adulte et tu vas dire il va forcément me donner une piste, il va forcément me donner une solution à mon problème, par exemple, ou quand il va t'expliquer quelque chose, tu vas le prendre pour acquis, tu vas te dire c'est un adulte qui me l'a dit, donc j'y crois. Confiance. Et puis maintenant que tu es entouré d'adultes, parfois ils disent des sacrées conneries quand même, et tu te dis ok, en fait c'était vraiment de la daube. Ouais, complètement. Ouais. Et tout le chat est d'accord, mais on en a déjà parlé aussi en live. Tu restes enfant finalement, tu restes la même personne en fait, ça reste toi, tout à fait. Donc cette trilogie de l'enfant, comme tu l'appelles, est-ce que c'est la fin de quelque chose? C'est quoi la suite? Alors, c'est la fin de la trilogie, c'est la fin d'un gros bloc pour moi avec ces 3 bouquins où j'ai l'impression d'avoir livré énormément de choses personnelles. Et la suite, en fait, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pistes, mais j'ai pas encore tout à fait défini exactement où je voulais aller parce que j'ai pas envie de refaire forcément le même livre, mais j'ai pas non plus envie de me trahir de ce que j'ai commencé à proposer. Du coup, là, je suis dans une phase où je me laisse un peu de temps pour, même si j'ai plein de trucs derrière qui sont déjà entamés, mais d'être sûr de moi en fait pour continuer et puis même dans d'autres domaines peut-être que la bande dessinée. Mais c'est vrai ? Ouais, mais ça c'est des trucs où c'est encore c'est encore en mouvement, mais qui pourraient vraiment avoir du sens peut-être bientôt. Ok, merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette interview. C'est passé vite cette demi-heure ensemble. Incroyable. T'as vu comme c'est beau? Mais je pense qu'Hicham il va finir avec un plan comme ça magnifique. On m'avait dit tout à l'heure si je pouvais faire un salto arrière. Mais je crois que c'est un peu compliqué. Et comme ça, on disparaît hors champ. Voilà, tu sais, c'est vraiment la fin. Bien, non, t'en penses quoi, Hicham? Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, perso, je suis pas trop chaud. Moi, je suis pas chaud, je crois. Je sais pas. Et je pense que Glénat est pas chaud non plus. Non, voilà. Je pense qu'il a pas trop envie de nous perdre sur ce move. Non, du coup, on va oublier l'idée. Ouais. On va être report sur Twitch pour self-harm. C'est comme ça que tu te fais bannir. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jim, pour cet entretien. Plein de bonnes choses pour la suite, du succès pour ta bande dessinée qui vient de sortir. N'hésitez pas à vous la procurer en librairie. Est-ce que tu as encore des dédicaces aujourd'hui ou c'est fini? J'ai encore des dédicaces de 16 à 18 heures. Donc ouais, c'est les dernières. Après, j'ai fait une tournée aussi dans toute la France. Donc voilà. Oui, n'hésitez pas à suivre Jim du coup sur Instagram parce que c'est là où tu as mis, avec aussi la page de Glénat, toutes les dates, toutes les villes dans lesquelles tu vas aller pour l'Enfantôme. Donc beaucoup de succès à toi, merci infiniment. Et puis nous, je sais pas. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. Je voulais te remercier aussi toi personnellement parce que tu as fait beaucoup pour mes livres, tu as fait beaucoup, on a travaillé ensemble aussi et je t'en suis énormément reconnaissant. Et ouais, ça me touche un peu de te le dire comme ça. Et voilà, du coup, un grand merci à toi aussi. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, les Ratus, comme d'hab, ils te kiffent. Salut les Ratus. Donc, ils sont super contents. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis en train de m'empêtrer dans mes lacets, mais c'est un petit peu le fil rouge de ce festival d'Angoulême. Vous en pensez quoi? Moi qui galère avec mes chaussures, moi qui galère avec mes lacets. Hicham, t'en penses quoi? On se trouve un petit plan tranquille pour conclure ce sublime festival international de la bande dessinée d'Angoulême avec Glénat. Eh bien, écoutez, je vous remercie 1000 fois. C'était un superbe week-end. C'était 3 jours très intenses, mais riches d'informations, riches de savoir. Et puis, entendre parler, je l'ai commencé à le dire tout à l'heure, tous ces auteurs, toutes ces autrices, sentir leur passion aussi, ce qu'ils ont voulu transmettre dans leur écrit, dans leur œuvre. En fait, c'est tellement valorisant. Moi, je me sens valorisée. Je trouve ça très valorisant pour mon travail. Vous proposez ça sur Twitch, je trouve ça inédit. En plus de ça, franchement, on est les seuls à le faire au Festival d'Angoulême. Vous montrez les coulisses comme ça en live, mais je trouve ça tellement cool. Et en plus de ça, avec une superbe prod. Et d'ailleurs, je vais passer aux remerciements avec Hicham qui nous a accompagnés pendant les 3 jours à la caméra. Salut Hicham. Et puis Tim qui était avec nous aussi au son et qui, au final, s'est montré montreur de planches. Il faisait tout, Tim. Franchement, il était trop à donf. Bien sûr, je pense à Maï et Marie de Glénat qui sont incroyables. Elle pense tout le temps à tout organiser pour que ça soit bien dans les horaires et tel auteur, ça pourrait être chouette. Et c'est elle qui décide de l'ordre de passage. Et c'est vraiment une sacrée organisation, croyez-moi en tout cas. Je pense aussi à Clara Ascali qui m'aide chaque année énormément parce que
16 auteurs, hein, je crois. Enfin, c'était 16 créneaux cette année. Donc, c'est un travail monstrueux et énorme. Donc, forcément, merci beaucoup à elle de m'aider dans cette aventure incroyable. Merci à la régie, à Webedia, bien sûr, à distance, qui a tout régie, littéralement en fait, hein, qui vous a envoyé les bandes annonces au bon moment pour que vous vous ennuyiez jamais, qui était très réactif aussi pour vous montrer les assets, etc. Donc vraiment, merci mille fois à eux. Merci à vous dans le chat, parce que franchement, vous étiez tellement... Non mais vous avez vu, mais c'est trop cool, c'est un réel rendez-vous qu'on est en train de créer, ce festival d'Angoulême. Moi, franchement, c'est mes lives préférés de l'année, je trouve ça tellement chouette et j'espère que vous le sentez aussi à travers mes interviews et les lives qu'on vous propose. Vraiment, je trouve ça trop bien et trop important et super intéressant que ça soit disponible sur Twitch. En plus, Twitch, c'est un média qui est tellement large, qui nous ouvre tellement de possibilités et puis... vous voyez, c'est pas un rythme saccadé, on doit pas vite passer à autre chose, on a le temps de parler à ces auteurs, de savoir ce qu'ils ont envie de dire, leur message aussi, de comprendre leur œuvre, et ça donne tellement de cœur à quelque chose d'aussi important que du livre, de la bande dessinée également. Merci beaucoup les modérateurs, Luciole, Cascake, qui ont vraiment modéré pendant ces 3 jours. Vous étiez que tous les deux, vous savez pourquoi? Parce que tous les modos, ils viennent à Angoulême maintenant, en fait. Un jour, vous allez tous venir et j'aurai plus de modos pendant le festival d'Angoulême avec Glénat. Mais merci beaucoup à vous, vous avez été vraiment au top. Et puis, c'en est fini de cette liste de remerciements à rallonge. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis navrée. En tout cas, vraiment merci du fond du cœur. C'est ici que se clôture notre rendez-vous à l'année prochaine pour le festival d'Angoulême, bien évidemment. Et n'hésitez pas à regarder tous les replays sur ma chaîne replay, Ultia Replay. Il y a aussi Glénat qui va mettre les replays normalement. Et d'ores et déjà sur ma chaîne Twitch, puisque mes rediffusions sont ouvertes à toutes et tous. Voilà. Je lis vos messages, ça me fait vraiment plaisir. Après, je me poserai un petit peu pour vous lire un peu mieux. Merci mille fois. Et je vous dis à l'année prochaine pour le Festival d'Angoulême à nouveau en live. Et également sur ma propre chaîne pour des créneaux un peu plus jeux vidéo. On se retrouvera, je pense, mardi. Je pense que demain, je vais me reposer un petit peu. Mais donc mardi, à nouveau en live. Bye bye.